Imagine qu'on donne les clés d'une voiture de sport super puissante à un gamin de 10 ans. On l'installe au volant, on le met sur une autoroute bondée et on lui dit juste, bah, surtout fais pas d'accident, Ouais, c'est complètement terrifiant dit comme ça. n'est-ce pas? Et pourtant, pendant des années, c'est très exactement l'approche qu'on a eue en tant que société face aux enfants et à Internet. Ah ben on leur a mis entre les mains une technologie aux capacités infinies, quoi. C'est ça. Et avec pour seule consigne des interdictions super vagues ou des limites de temps arbitraires, genre pas plus d'une heure d'écran. Et cette méthode, ben, elle a atteint aujourd'hui ses limites absolues. C'est d'ailleurs le cœur du document source de notre exploration d'aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est une exploration en profondeur qui va vraiment nous faire changer de perspective. Ouais, on s'appuie sur le rapport Frontiers in Digital Child Safety. C'est une grosse recherche menée par le TUM Think Tank, le Berkman Klein Center et l'Université de Zurich. Et leur idée maîtresse, c'est vraiment de déconstruire cette vieille habitude de la restriction. Exactement. Pour adopter un tout nouveau paradigme, ce qu'ils appellent la sécurité comme une opportunité de conception ou le design opportunity. Donc, bienvenue dans cette analyse. Notre mission, c'est de décortiquer ce changement de philosophie, que l'on soit développeur, éducateur ou juste quelqu'un qui s'intéresse à l'impact de la tech sur le cerveau. C'est devenu totalement incontournable. Clairement, parce que la question, c'est plus du tout de savoir si les jeunes vont vivre en ligne. Ah non, ça c'est acté. La vraie urgence, c'est de comprendre comment cet environnement numérique peut être consciencieusement bâti pour eux. Et ça, dès la première ligne de code. Et le point de départ de ce rapport, c'est un constat d'échec retentissant des méthodes traditionnelles, non? Ah, complètement. Historiquement, la réponse face au danger numérique, ça a toujours été le contrôle parental strict. Ouais, on installe un logiciel, on bloque des sites, on met des mots de passe partout. Sauf que cette approche, elle présume que l'adulte a une maîtrise technique supérieure à celle de l'enfant. Et dans la réalité, c'est très rarement le cas. Bah oui, mais le problème va plus loin que la simple compétence technique en fait. Comment ça? En imposant des limites d'âge rigides ou des blocages aveugles, on empêche l'accès à du contenu toxique, certes, mais on ampute aussi l'expérience numérique de trucs hyper précieux, Ouais, on coupe l'accès à l'apprentissage autonome, à la connexion sociale qui est vital à cet âge-là, au passage, et à l'expression personnelle. C'est une stratégie réactive, souvent basée sur la panique. et qui prépare pas du tout l'enfant à naviguer dans le monde réel, quoi. C'est pour ça que je trouve l'analogie de l'urbanisme tellement éclairante ici. Ah oui, l'histoire de la ville? Ouais, l'approche traditionnelle du contrôle parental, c'est un peu comme regarder une ville, avec des voitures, des intersections dangereuses, et se dire... Bon, la seule solution, c'est de les enfermer à double tour dans la maison jusqu'à leurs 18 ans. Exactement. Alors que la nouvelle approche, la fameuse sécurité par la conception, ou safety by design, c'est le boulot de l'urbaniste. On supprime pas la ville? Non, et on n'enferme personne. À la place, on construit des pistes cyclables séparées des voitures. On aménage des parcs sécurisés, des passages piétons avec des feux sonores. La ville reste la ville, en gros, mais son architecture guide l'enfant vers des comportements sûrs. C'est brillant. D'accord. Décortiquons un peu ça, parce que c'est là que ça devient fascinant. Et c'est là qu'on replace les droits fondamentaux au centre de l'équation. Tu sais, la Convention relative aux droits de l'enfant. Oui, les fameux 3 piliers. La protection, la provision, donc le droit d'accéder à l'information, et la participation. Tout à fait. Une interface bien pensée, elle refuse de réduire l'enfant à un être passif qu'il faudrait surprotéger. Au contraire, la tech doit devenir un vecteur d'agence. D'agence. Tu veux dire sa capacité d'agir, de prendre des décisions. C'est ça. Cultiver sa résilience, sa capacité à comprendre son environnement. Ok, mais la théorie se heurte souvent à la psychologie humaine, là. Si on ouvre la porte, si on abandonne les murs de protection élevés, Pour le laisser naviguer dans cette ville aménagée, oui. voilà. Comment on s'assure qu'il va vraiment prendre les bonnes décisions? La rue reste pleine de distractions quand même. Eh bien, le rapport suggère un virage à 180 degrés. Il faut abandonner la dynamique de pouvoir pour instaurer l'autonomisation collaborative. Donc en gros, tout basé sur la confiance. Ça paraît risqué. Ça l'est moins qu'on ne le pense, grâce à la psychologie cognitive. Le rapport met en lumière un truc redoutable, l'effet du fruit défendu. Ah oui, le grand classique. Dis-moi de pas regarder et je vais regarder. Exactement. Quand un système utilise des avertissements stricts, genre des bannières rouges clignotantes ou des blocages punitifs, ça déclenche une curiosité énorme. Parce que le cortex préfrontal adolescent est en pleine recherche de nouveautés. Il perçoit l'interdit comme un défi, pas comme une protection. Voilà, tu mets un énorme panneau accès refusé, tu génères une motivation pour contourner la règle. Sans compter les dégâts sur la santé mentale. Les données montrent que ces alertes basées sur la peur ou la menace, ça augmente juste l'anxiété. Et paradoxalement, cette anxiété pousse vers des comportements compulsifs avec les écrans.
On crée le problème qu'on essaie d'éviter en fait. Donc c'est quoi la solution si on enlève le panneau rouge? Les nudges, les incitations comportementales douces, l'architecture de choix en fait, qui modifie la présentation des options sans restreindre la liberté. Tu aurais un exemple concret de ça? Bien sûr, imagine un jeune qui va partager un article d'une source douteuse. Au lieu de bloquer l'action brutalement, L'interface intègre une instruction positive. Elle ralentit le processus. c'est ça. Elle affiche un code couleur neutre et pose une question simple, genre as-tu vérifié la provenance de cette info? On injecte de la rationalité au moment où l'impulsion domine. L'utilisateur évalue lui-même la situation. C'est super élégant sur le plan du design. Ouais, ça responsabilise. Mais je dois faire l'avocat du diable 2 secondes. Transformer la sécurité en collaboration, c'est beau. Mais est-ce qu'on délègue pas une responsabilité monumentale à un cerveau qui, biologiquement, n'est pas encore fini? C'est la tension au cœur du défi de conception, clairement. Ouais, parce que les zones du cerveau pour anticiper à long terme, elles sont pas matures avant 20 ans environ. Comment on justifie de les laisser évaluer des risques complexes seuls? On a un devoir de protection, non? Attention, l'approche collaborative, c'est pas du laisser-faire. Le concept clé, c'est les garde-fous adaptatifs, les guardrails. Des limites qui évoluent avec l'âge et la maturité. Exactement. L'autonomie s'acquiert par paliers. Mais ton objection soulève un point vital. La confiance et l'éducation, ça fait pas un bouclier impénétrable. Des incidents vont se produire. Le cyberharcèlement, les contenus traumatisants, ça fait partie de l'écosystème. Donc, si le risque zéro n'existe pas, la priorité absolue de l'interface, c'est la gestion de crise, le filet de sécurité. Un système pour demander de l'aide sans friction. Et là, les données sociologiques du rapport sont dingues. Elles détruisent l'idée qu'un enfant vient naturellement se confier à un adulte. Ah oui, c'est un mythe total. Un jeune cherche de l'aide que lorsqu'il est vraiment dos au mur, souvent dans une détresse émotionnelle très avancée. Pourquoi un tel silence? Le frein numéro 1, apparemment, c'est la honte. La honte, la peur de la punition, la terreur qu'on lui confisque son téléphone. Ou la peur d'être stigmatisé s'il dénonce un pote. Du coup, les concepteurs doivent intégrer cette peur paralysante. C'est pour ça que l'anonymat est indispensable pour ces outils de signalement. Pour signaler un abus sans que son identité soit révélée aux autres élèves, par exemple. Voilà. Et la recherche montre aussi que la première ligne de défense, c'est presque jamais l'adulte. C'est le réseau de pairs. Un ado va d'abord en parler à un ami. Donc la tech doit faciliter ce soutien entre jeunes pour créer une passerelle vers l'adulte ensuite. Ce qui nous amène à un énorme mur technologique. Peut-être le dilemme le plus épineux du rapport. Le paradoxe du chiffrement? Le fameux chiffrement de bout en bout E2E? D'un côté, c'est génial. C'est la garantie absolue de la vie privée. Leurs messages deviennent une bouillie mathématique indéchiffrable. Même l'entreprise qui gère l'appli ne peut pas lire. Mais ce sanctuaire crée un angle mort gigantesque pour les prédateurs. C'est le terrain de chasse rêvé. Le grooming, cette manipulation pour abuser d'un mineur, ça prospère là-dedans, parce que les algos de sécurité sont aveugles face aux messages chiffrés. Alors comment on lance l'alerte si on ne peut pas voir le danger? Une des pistes, c'est de fournir aux adultes des métadonnées de contexte, plutôt que le contenu brut du message. Attends, des métadonnées? Tu veux dire que l'appli signale une activité anormale? C'est ça. Genre, des échanges intensifs avec un contact inconnu à 3 heures du matin. L'adulte reçoit une alerte comportementale, mais ne lit pas les textes. Ça lui permet d'initier une conversation ciblée, sans violer l'intimité de l'enfant. C'est un peu comme une alarme incendie numérique nouvelle génération, en fait. L'alarme incendie. Vas-y, développe. Les systèmes classiques, c'est la grosse sirène. Dès qu'il y a de la fumée, ça hurle, tout le monde panique, la vie privée est pulvérisée. Ouais. Alors que ce système basé sur le contexte, c'est une alarme silencieuse et intelligente. Ça envoie une notif discrète à l'enfant pour lui montrer la sortie, et ça prévient doucement la caserne qui a une chaleur anormale. C'est une excellente image. Mais même avec la meilleure alarme, on attend toujours qu'un incendie ait commencé. Le rapport explore une tech qui intervient avant même l'étincelle. Ah oui, les interventions directement sur l'appareil, le on-device. Ça, c'est une rupture technologique majeure. Au lieu d'envoyer l'analyse sur des serveurs dans le cloud, on utilise la puissance des puces modernes pour faire tourner des intelligences artificielles localement. Dans la poche de l'utilisateur. Et ces algos, ils n'ont même pas besoin de lire les mots exacts, non? Non, ils analysent des dynamiques, des changements soudains dans la vitesse de frappe au clavier qui trahissent la panique. Ou la structure lexicale d'un message qui ressemble au chantage typique d'un prédateur. C'est un peu de la science-fiction. Hein. Et pourtant, c'est déjà une réalité. Si le téléphone détecte une photo contenant de la nudité, l'IA locale peut la flouter instantanément, en une fraction de seconde, avant même qu'elle s'affiche. Et ensuite, l'enfant reçoit une notif douce lui demandant s'il veut vraiment voir ce contenu.
Mais le vrai génie, c'est que ça résout le paradoxe du chiffrement, en fait. Exactement. Puisque le calcul se fait sur le processeur du téléphone, la donnée ne quitte jamais l'appareil. Personne n'espionne sur le cloud. C'est une prouesse. Protéger sans surveiller. Mais bon, ça soulève une question complexe sur la conception de ces algorithmes. La question des biais, oui, c'est vital. Ces intelligences artificielles apprennent à partir de bases de données immenses. Si le modèle est entraîné que sur des comportements en ligne d'une culture occidentale anglophone, Il risque d'être totalement aveugle aux nuances linguistiques, à l'argot ou aux dynamiques sociales d'autres cultures. Le cyberharcèlement, ça s'exprime pas pareil partout. c'est clair. Donc le défi, c'est que ces outils protègent équitablement tout le monde sans reproduire des stéréotypes. Mais du point de vue de l'ado, il y a une autre question hyper viscérale qui émerge. Laquelle? On a beau lui dire T'inquiète, le traitement reste sur la puce, rien ne part dans le cloud ». En vrai, l'appareil analyse sa vitesse de frappe, scrute ses émotions, filtre ses images en temps réel. Ouais, ça peut donner l'impression d'avoir un chaperon numérique invisible H24. C'est ça? Un ado qui se sent constamment évalué par son propre téléphone, même de façon bienveillante, il va rejeter le système. Et on sait très bien que l'ingéniosité d'un ado pour contourner une règle, ça bat souvent les ingénieurs. C'est le risque majeur si la tech est perçue comme imposée. C'est pour désamorcer ça que le rapport insiste sur la conception participative, le co-design. L'interface doit pas être une boîte noire. L'enfant doit en comprendre les mécanismes. Mieux encore, il doit avoir l'impression d'en être le co-créateur. Faut impliquer les jeunes dès les premières étapes de la création de l'application. Ils sont pas juste là pour valider la couleur du bouton à la fin, quoi. Non. Ils structurent la logique des flux. Ils déterminent comment un outil de signalement doit réagir pour correspondre à leur vocabulaire. Et le vocabulaire de l'interface, justement, c'est un levier d'action extraordinaire. Historiquement, l'industrie a toujours copié les termes de la cybersécurité militaire. Ah oui, les violations de sécurité, les alertes critiques, menaces détectées. C'est froid, c'est anxiogène et c'est souvent incompréhensible pour un gamin. Le rapport propose de s'inspirer d'un univers qu'il maîtrise à fond, le jeu vidéo. Utiliser un langage basé sur la récompense, ouais. La sémantique change tout. Plutôt que de parler de paramètres de confidentialité super chiants, on présente ça comme l'acquisition d'un super pouvoir. En refusant les messages d'inconnus, tu débloques un bouclier, par exemple. Ça transforme une contrainte en un acte d'affirmation. L'enfant ressent un vrai sentiment de contrôle. Et cette appropriation passe aussi par l'accessibilité, non? Oui, les chercheurs insistent sur les interfaces multimodales. L'information ne doit pas reposer uniquement sur des gros blocs de texte rébarbatifs. Le rapport donne l'exemple génial de serveurs multijoueurs aménagés pour les enfants neurodivergents. Avec des repères visuels clairs, des codes couleurs, des icônes intuitives. Et des retours haptiques, les petites vibrations du téléphone. Si un enfant a du mal à lire, il doit quand même pouvoir signaler un comportement toxique sans être bloqué par les cris. C'est de l'inclusion pure. Et le principe, c'est que concevoir pour les marges, ça améliore le centre. Une interface fluide pour des capacités cognitives spécifiques sera toujours plus claire pour tous les autres utilisateurs. C'est certain, mais je vais faire l'avocat du diable une dernière fois sur ce point. Remplacer les alertes rouges par des boucliers magiques, utiliser les codes du jeu vidéo. Est-ce qu'on joue pas avec le feu? Tu penses au risque de banalisation. Ouais. La ludification à outrance, la gamification, est-ce que ça dénature pas la menace? Le chantage à la webcam, les réseaux d'exploitation, c'est pas des quêtes secondaires dans un RPG, tu vois. Ce sont des crimes dévastateurs, oui. Donc en emballant ça dans un vocabulaire ludique, est-ce qu'on n'efface pas la gravité nécessaire pour que l'enfant comprenne le vrai danger? C'est un argument pris très au sérieux par les neuroscientifiques. Mais l'objectif de la ludification, c'est absolument pas de masquer la gravité du monde réel, ni d'en faire un jeu. Alors c'est quoi le but profond? C'est neurobiologique, c'est pour abaisser la barrière cognitive qui empêche l'action. Face à une vraie menace, la réaction naturelle du cerveau d'un enfant, c'est la paralysie ou la fuite. Et un vocabulaire anxiogène ne ferait que renforcer cette paralysie. Exactement. En utilisant des codes familiers et valorisants, l'interface réduit la charge émotionnelle juste au moment où il doit prendre la décision de signaler. On lui donne le courage d'activer le filet de sécurité, en gros. Voilà. Et une fois le signalement fait, la mécanique de jeu s'arrête, la gravité de la situation est prise en charge par des adultes ou des professionnels formés. D'accord. Donc l'interface ludique, c'est juste la clé qui déverrouille la porte, pas la pièce où on règle le problème. Exactement. C'est un exercice d'équilibriste. C'est fascinant. Si on prend un peu de recul sur tout ça, il est évident que la sécurité des jeunes en ligne, ça se réglera jamais par un simple bouton on-off ou des interdictions punitives. C'est tout un écosystème qui demande une collaboration inédite. Les développeurs, les psys, les éducateurs, les parents
et les enfants eux-mêmes. Penser la sécurité par la conception, c'est vraiment tisser de l'empathie et de la résilience dans le code source des plateformes. Et la philosophie finale, c'est de comprendre que chercher à créer un espace numérique stérile, où tout risque est mathématiquement éliminé, c'est techniquement impossible. Et en plus, c'est nuisible à leur développement. L'idée, c'est un environnement où l'exposition au risque est modulée, où les erreurs sont pas fatales, chaque défi surmonté forge leur autonomie. Ce qui m'amène, pour clore notre réflexion, à soulever une question qui bouscule un peu cette belle vision idéaliste. Je t'écoute. Imaginons que cette philosophie triomphe totalement. L'industrie remodèle tout le web pour qu'il s'adapte à la perfection à la psychologie du cerveau en développement. Un web sur mesure, plein de nudges doux. Voilà. Nos jeunes évoluent dans un cocon parfait. Des IA locales invisibles amortissent tous les chocs. Chaque difficulté devient un prétexte pour gagner un super pouvoir. Si on crée ce cocon numérique absolu, on risque pas de façonner une génération totalement démunie face au monde physique? Parce que le monde réel, lui, n'est pas codé pour nous protéger. Exactement. Le monde adulte physique, il n'est pas filtré par des algos bienveillants. Il amortit pas nos chutes et il distribue aucun bouclier protecteur. Si la tech empêche constamment l'enfant de tomber, comment il apprendra à se relever une fois déconnecté? C'est une pensée vertigineuse, effectivement. Le contraste risque d'être brutal. C'est une question à garder en tête. Merci de nous avoir guidés à travers cette architecture numérique complexe. À tous ceux qui nous écoutent, le rendez-vous est pris pour une prochaine exploration en profondeur de nos sources. D'ici là, continuez de questionner et d'observer le monde qui vous entoure.